sur la liste des choses que Pierre-Paul m'a envoyé, il y a quelque chose qui m'a tilté. On parle erreur d'institution financière ou fraude. Et j'aimerais qu'on justifie le mot fraude à travers ça, parce que là, on parle beaucoup de nos aînés au moment où on se parle. On s'adresse beaucoup à nos aînés. Quel type de fraude qu'on parle là, Pierre-Paul? Ben, les fraudes, il y en a toutes sortes. Celles qui sont le plus fréquentes et le plus dommageables, c'est les fraudes qui sont faites par les gens qu'on connaît. Donc, des fois, nos proches, c'est ça. On veut se protéger des fois de fraude en ligne, ce qui est tout à fait légitime. Mais la première chose, c'est les fraudes des proches. Des fois, là, moi, j'en vois énormément dans mon bureau des gens qui, exemple, on va prendre, mettons qu'on s'éloigne brièvement de la fraude, là, des gens qui veulent aider des membres de leur famille, des fois qui souffrent de santé mentale, qui ont des dépendances, des problèmes de consommation. Donc, des fois, on a un enfant, on a 70 ans, on a un enfant de 45 ans qui devrait être totalement autonome, mais qui est pris avec toutes sortes de problèmes. Mais ça, d'aider notre enfant, ça semble être un réflexe normal, mais des fois, il y a des gens qui n'ont pas cette capacité financière-là. Et d'être capable de dire non, c'est la première chose qui est importante. Il faut être capable, si on essaie de s'occuper, exemple, de notre communauté avant de s'occuper de soi-même, on n'y arrivera pas. Faut vraiment, là, c'est des cercles. Là. La première personne à qui s'occuper, c'est soi-même. Une fois que nous, on est bien géré, puis qu'on est stabilisé, puis qu'on a l'argent nécessaire, qu'on a la santé pour s'occuper des autres, ben là, on s'occupe de notre famille. Et si notre famille, tout est beau, ben là, on s'occupera de notre communauté, et non pas l'inverse. Donc, il y a des gens qui vont faire l'erreur de tout donner à leurs enfants qui sont maintenant des adultes et ne s'occuperont pas d'eux. Donc, j'ai des gens, malheureusement, qui ont dû faire faillite personnelle, des aînés, qui ont donné de l'argent, qui ont endossé leurs enfants pour des dettes alors qu'ils étaient dans des situations, des fois, périlleuses, avec des problèmes de consommation ou différents autres problèmes. Et là, ça l'a mis la personne elle-même qui a prêté l'argent dans le trouble. Donc, il faut être capable de dire non. Quand on parle un peu plus de fraude, ben on parle de gens des fois qui commencent, soit avec, exemple, quand on vieillit, des fois, la mobilité devient plus difficile. Des fois, on a besoin d'aide pour comprendre certaines transactions qu'on fait. Fait que c'est normal d'avoir de l'aide de nos proches. Mais il y a des gens qui vont donner leur mot de passe, qui vont donner leur carte. Ça, c'est très, très, très problématique. Il y a des gens qui ne vérifient pas à tous les mois leur relevé bancaire. Quand on parlait d'erreur d'institution ou de fraude, c'est ça aussi qu'on veut dire. Si on ne regarde pas notre relevé bancaire et notre relevé de carte de crédit à chaque mois, comment voulez-vous savoir si quelqu'un nous fraude, que ce soit quelqu'un, un marchand, un commerçant, un enfant? Si on ne vérifie pas notre relevé bancaire et notre relevé de carte de crédit, on le verra jamais. Donc, il y a des gens, des fois, qui viennent nous voir, qui disent, mais pourtant, j'avais plein d'argent dans mon compte, puis là, j'en ai plus, je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis là, nous, on épluche les relevés bancaires, puis on voit qu'il y a eu 26 000 de retirés sur 6 mois pour toutes sortes de choses que la personne ignore. Fait que ça, c'est le fait de ne pas s'occuper de suivre ses relevés. Ça peut devenir très problématique, surtout quand les gens autour de nous ont des accès comme ça parce qu'on a besoin d'eux. Quand on donne des accès de même à des proches, et malheureusement, il y a des gens qui abusent. Ces gens-là qui abusent, on ne peut pas récupérer cet argent-là parce que c'est des fraudes, mais c'est semi-légal. C'est-à-dire qu'on leur a donné l'autorisation de jouer dans notre compte de banque, là. Ben c'est ça. Là, on se retrouve dans une position qu'il faut prouver qu'on s'est fait voler. D'un, ça nous intéresse pas parce que c'est des gens de la famille qui, des fois, nous aident. Hein, en même temps qu'ils nous prennent de l'argent, des fois, ils vont nous aider à nous déplacer pour aller au centre-ville ou peu importe de quel type d'aide ils vont faire. Des fois, c'est simplement pour aussi échapper à la solitude. Hein. Des fois, quand en vieillissant, on peut être se sentir pris chez eux puis on veut sortir. Ben, des fois, on a besoin de l'aide de nos enfants ou d'amis. Ben, ces personnes-là qui ont besoin de cette aide-là, ben, des fois, vont permettre de laisser pendant des mois et des mois, des fois des années, des gens abuser d'eux financièrement parce qu'ils veulent pas le déclarer parce que sinon ils vont arrêter d'avoir des faveurs. Mais quand on regarde les montants que ça représente dans quelques situations, ben c'est très problématique. Donc ça, on est confronté à ça beaucoup, puis on doit faire beaucoup d'éducation auprès des gens pour mettre leurs limites. Ne pas donner absolument pas son mot de passe. Aucun de ses mots de passe, en fait, on ne devrait jamais donner ça. On ne devrait pas non plus, évidemment, l'écrire sur un papier où les gens ont accès là, s'ils viennent chez nous et ne surtout pas donner nos cartes, que ce soit nos cartes de crédit, cartes de débit. Il faut trouver d'autres mécanismes qui nous permettent de rester autonome, de garder notre dignité, puis de garder notre argent, puis ne pas être dépendant des autres qui peuvent prendre notre argent, tout simplement. Est-ce qu'il existe un mécanisme au niveau des institutions financières qui pourrait dire, ben là, on ne peut pas retirer plus que X montant, mis
à part les cartes de guichet automatique, c'est le cas également. Mais on ne peut pas faire un chèque de plus que X montant sans passer par un mécanisme d'autorisation? Oui, il y a toutes sortes de possibilités en s'associant avec notre institution financière. C'est sûr que des fois, malheureusement, il faut insister. On l'a fait dernièrement, il a fallu passer 2 heures au téléphone avec une institution pour faire bloquer les accès informatiques parce que c'est rendu beaucoup d'accès informatiques. Oui. On a toutes sortes d'accès, mais une fois qu'on l'a donné, cet accès-là, de l'enlever à quelqu'un, il faut changer nos mots de passe et tout ça. Et des fois, ces gens-là, malheureusement, ils ont même pas leur mot de passe. Donc là, des fois, faut les aider, il faut communiquer avec eux, avec les institutions pour carrément faire enlever les accès. Donc, ça peut devenir problématique. Fait réglons donc le problème à la base, ne partageons pas ces informations-là. Et si on a besoin d'aide, la personne peut nous amener nous-mêmes, nous déplacer en personne pour aller chercher l'argent. Puis on donnera de l'argent pour acheter certaines choses à la personne. Si elle fait des commissions pour nous, il n'y a pas de problème. Ou on fera des transferts, puis à ce moment-là, on s'occupera de bien connaître. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ont peur de l'informatique, ils disent moi je veux pas toucher à ça, fais-les pour moi. Mais ça, c'est le premier pas vers la dépendance. Donc vraiment, on est mieux de se former, de prendre le temps nécessaire avec quelqu'un qui nous aide à comprendre ce qu'on fait pour ne pas être dépendant des autres à ce point-là. Ou rester avec le système traditionnel, là, faire nos dépôts directement à la banque et nos retraits directement à la banque. Oui, tant qu'on est autonome pour marcher, se rendre ou se déplacer, il n'y a aucun problème. Des fois, ça devient plus compliqué quand les gens ont de la difficulté à se déplacer. Oui, effectivement. Parce que nos aînés, les médias sociaux, les paiements en ligne, on en parlait il y a quelques instants, c'est pas naturel pour eux autres. Là. C'est pas, ils n'ont pas été élevés là-dedans. Là. C'est ça, il y en a qui sont très à la page, il y a pas de problème à ce niveau-là. Mais effectivement, là, on voit aussi, si on parle de fraude avec les médias sociaux, là, c'est rendu très accessible de parler à des gens partout dans le monde. Et combien de clients j'ai eu qui, exemple, se sont fait une blonde dans un autre pays et envoient de l'argent. Et des fois, on parle de 20-25 000 $ d'argent qui est envoyé dans un autre pays à une soi-disant conjointe. Ou, tu sais, ce qu'on entend des fois, les histoires d'horreur là, de se marier avec quelqu'un à l'étranger puis d'être responsable de cette personne-là, on le vit fréquemment, plusieurs fois par année dans nos bureaux. Là. Fait que ça se passe pas juste à Montréal ou à Toronto, ça se passe en Abitibi-Témiscamingue fréquemment. Là. Ouais. Donc, faut faire attention. Faut surtout pas envoyer d'argent. Il y a des gens qui sont des experts pour devenir notre ami en ligne. Même on fait des vidéoconférences, là, on se voit. Là, donc, c'est pas des fausses personnes, c'est des vrais fraudeurs. Donc, faut faire très attention à ça. Communiquer avec des gens, apprendre la culture des autres, il n'y a aucun problème. Mais commencer à envoyer de l'argent, ça devient très problématique. Effectivement. Il faut passer par des organismes reconnus quand on veut le faire, finalement. Quand l'option est là. Qu'on connaît la personne, qu'on l'a rencontré, que c'est vraiment quelqu'un qu'on connaît en personne et non pas juste virtuellement. Ouais. Autre sujet qui concerne nos aînés, lorsqu'on parle de succession insolvable, entre autres, c'est le fun, j'ai hérité, mais j'ai hérité de quoi? De dette? Ou de bien? C'est sûr que tout ce qui touche les successions, le premier conseil, c'est sûr que si quelqu'un décède, il faut rencontrer rapidement un notaire, qu'on ait ou qu'on n'ait pas un testament, parce qu'il faut se faire expliquer en tant qu'héritier ou en tant que liquidateur, il faut se faire expliquer c'est quoi nos droits, c'est quoi nos obligations, avant de faire le moindre geste. Parce que malheureusement, il y a des gens qui vont se trouver à accepter une succession qui a plein de dettes. Et ça peut créer des problèmes dans la vie de la personne. Là. Si vous êtes parfaitement solvable, vous avez des actifs, vous avez des revenus, tout est beau, et que vous héritez, exemple, de 50 000 de dettes et que vous ne le savez pas, mais vous faites des gestes d'acceptation de ces dettes-là parce que vous déplacez un véhicule, parce que vous sortez de l'argent d'un compte de banque pour payer un compte de la personne, peu importe ce que vous faites, ça a des conséquences. Donc, il faut rapidement rencontrer un notaire. Et nous, là où on intervient chez la Casse Associée, c'est quand la succession est insolvable. Donc, elle a plus de dettes que d'actifs. Mais là, la très grande majorité des notaires en région, et même là, on commence à aider des notaires un peu partout au Québec, ces successions-là qui sont insolvables, on a des solutions pour aider les gens à, exemple, payer les frais funéraires avec les actifs de la succession sans être obligé d'accepter la succession, rembourser les frais de notaire. Donc, il y a plusieurs mécanismes qu'on peut mettre en place. Et ça, on accompagne les gens, on accompagne les héritiers, les liquidateurs et les notaires dans la gestion des successions insolvables. Donc, ça, c'est bien important. Premièrement, consulter un notaire, c'est la priorité. Deuxièmement, si vous êtes aux prises avec une succession qui a plus de dettes que d'actifs,
ou que vous n'êtes pas sûr. Des fois, il y a des inconnus. Des fois, il y a 2-3 ans de déclaration d'impôt pas produite. Ça, c'est des risques pour les héritiers d'accepter cette succession-là. Donc, il faut penser de bien consulter son notaire et si on a une succession qui a potentiellement plus de dettes que d'actifs, là, venir nous consulter chez Lacasse et Associés pour qu'on puisse travailler en collaboration avec le notaire, avec vous, pour arriver à vous assurer que vous n'êtes pas responsable des dettes, des fois garder certains actifs qu'on veut garder, parce que si on refuse tout simplement une succession, on est obligé on peut pas prendre les actifs de la succession à ce moment-là. Fait qu'on est restreint. Des fois, on veut garder certains biens du défunt. Et des fois, on veut garder un véhicule, on veut garder des choses. Ça, par la gestion de la succession, par une faillite de succession ou en venant nous consulter, on est capable des fois d'aller garder certains actifs, mais de s'assurer qu'on n'est pas responsable des dettes de la succession. Donc, il y a des portes de sortie, mais c'est vraiment des dossiers délicats, si j'ai bien compris, là. Oui, il faut consulter rapidement un notaire et si c'est insolvable, venir nous voir chez Lacasse Associés pour gérer la succession qui est insolvable. Génial. Pierre-Paul, c'est déjà tout le temps qu'on a. Pour vous rejoindre, on s'y prend comment? Oui, donc toujours le 1-844 Lacasse pour nous joindre. Notre site Internet, lacasseetassociés.com. Les gens peuvent nous suivre aussi sur notre Facebook. On publie notamment toutes nos entrevues, mais on publie aussi certaines vidéos puis certains conseils financiers. Donc, les gens sont encouragés à nous appeler ou nous écrire s'ils ont des questions. Génial. Merci beaucoup, Pierre-Paul. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci.